Quels sont, à ton avis, les principes de base pour réussir dans son entreprise, dans son projet? Donc, d'abord, l'état d'esprit, tu viens de le dire, l'état d'esprit, le mental. Oui. Donc, déjà, pour le construire, est-ce que tu as des petites astuces que tu peux donner pour construire cet état d'esprit si on n'a pas eu la chance d'être élevé dans cet esprit de confiance en soi et de prise de risque? Comment est-ce qu'on peut le travailler? Pour moi, le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire, c'est dans son développement personnel. Pour certains, ça va être leur foi. La spiritualité. La spiritualité. Là aussi, les valeurs familiales, la liberté, mais aussi, ça vient en Wolof. Donc, vas-y, dis-le en Wolof. Non, akh, moitu akh, c'est-à-dire le tort qu'on peut causer à autrui et à soi-même d'ailleurs. Hein, ne pas causer de tort. No harm. Parce que à partir du moment où on a une conscience claire, mais the sky is the limit. On peut tout demander sans avoir ce boulet psychologique de remords ou de regrets ou de j'ai fait quelque chose moi-même, je sais que c'est pas voilà, quelle va en être la conséquence, ou j'ai eu telle expérience difficile, ah bah oui, c'est peut-être le bon Dieu qui est en train de me punir pour ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait donc c'est à partir du moment où on gère cet aspect-là, mais pour le reste, c'est pourquoi est-ce que Dieu donnerait à Mademba, à Malamine et pas à moi si je suis prête à investir ce que Mademba et Malamine ont investi. Et ça, c'est une force phénoménale. Et ce développement personnel là, donc soit par la spiritualité, soit par d'autres outils qui sont là, de compétences, à aller chercher. Ni dans le Coran, aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Mais ce savoir-là, il commence par soi-même. Connais-toi toi-même, là. Quand on a conscience de son cheminement mental, de ses propres complexes, qu'on n'avoue pas, mais qu'on connaît, on peut commencer à y travailler. La première étape, c'est la prise de conscience. Et la deuxième, c'est la volonté de les surmonter et de sortir du confort dans lequel on a envie de rester. Donc, c'est vrai que le fait de sortir de ces zones de confort, en fait, ça nous donne des preuves. Si on sort de la zone de confort et qu'on arrive à faire des choses, là, on a la preuve qu'on peut le faire. Et on ne retourne plus jamais. Mais oui. On ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça. Moi, je pense que ce sont ces petites preuves-là, pas à pas, qui construisent vraiment la confiance en soi. Et comme tu l'as dit, pas à pas. Il ne faut pas avoir peur des petits pas. On a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans le court terme et à sous-estimer ce qu'on arrive à faire sur le long terme. Et moi, mes enfants, ce que je leur donne comme conseil, c'est justement ça. C'est l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude. Le cerveau, c'est... Et donc, il faut construire de bonnes habitudes. Et la bonne habitude, au départ, c'est un comportement qui va être forcé, c'est une discipline. Au début, c'est inconfortable, c'est pas naturel, ça demande des efforts. Mais plus on fait, et plus on s'améliore jusqu'au moment où, sans même qu'on s'en rende compte, c'est devenu une habitude. Et c'est facile. Ça devient une deuxième nature. Ça devient une deuxième nature. Je pense que c'est dans les neurosciences qu'ils disent, au départ, on est inconsciemment incompétent. On est incompétent, et puis, au fur et à mesure de son développement, on devient consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. Voilà. Et c'est quand, pour moi, c'est le stade où les portes s'ouvrent. Quand je sais que je ne sais pas, là, je suis dans une attitude, justement, d'aller acquérir ce que je n'ai pas et qui permet d'arriver au stade où on est consciemment compétent. Voilà, je suis bon et je le sais et j'ai confiance en moi. Et le stade ultime, c'est quand on est inconsciemment compétent. Parce que, comme tu l'as dit, c'est devenu une seconde nature. Donc,
conseil que je donne, c'est d'accepter ça. C'est d'accepter cette courbe de croissance. Ouais, qu'au début, on ne sait pas. Oui, et puis d'avoir l'humilité. Ouais. Et c'est en ça que le sport est important. Parce que au départ, on est un débutant et on regarde les champions. Et on se dit, mais comment ils font? Et puis on a cette envie, cette émulation. Et ben, il faut agir. C'est-à-dire, c'est l'action qui permet progressivement d'arriver à ce niveau-là. Et quand l'enfant est sportif et qu'il a vécu dans sa chair la réussite au bout de l'effort, mais il va l'appliquer également à ses disciplines académiques. Il va comprendre que oui, ce qui est difficile aujourd'hui et qui est nouveau, avec de la persistance, avec de la résilience, je vais y arriver. Et avec de la patience. Et ça, c'est valable également pour les chefs d'entreprise. À qui souvent je dis... Et même pas que pour les chefs d'entreprise, dans n'importe quel... les employés, quand tu veux acquérir une compétence, apprendre un métier... Mais il faut accepter de payer le prix, il faut accepter d'investir le temps. Il faut accepter l'inconfort. Et la peur de l'échec, et la peur du regard d'autrui. Et je me dis souvent, parce que, alors là aussi, autre maxime qui a tué mon développement, c'est « Nyaka faida gawade ». Alors, comment traduire ça? C'est si on ne sait pas, si on n'a pas un minimum de personnalité, de caractère, caractère, mais on meurt 1000 fois, quoi. Tout devient un obstacle. Le regard d'autrui va me freiner. Je me souviens quand je suis rentrée, donc moi, j'ai eu mon diplôme un 30 juin, le 10 juillet, j'étais à Dakar avec tout, la voiture, j'avais vraiment j'avais une petite voiture d'étudiante là, que j'ai gardée pendant longtemps. C'était une petite Ford Fiesta qui roulait bien, et un jour, et donc je l'avais quand j'ai créé mon cabinet, et un jour quelqu'un m'a fait une remarque en me disant « Oui, mais bon, t'es expert comptable, t'es associé, ta petite voiture, là. » Je dis « Quoi, ma voiture ?» « Mais non, mais ça va pas, quoi, ça fait pas responsable. » Vis-à-vis de tes clients, si tu veux être respecté, il faudrait que tu aies quelque chose de plus... C'est plus imposant. Et là, si j'avais des moyens, je les investirais dans autre chose qu'acheter une voiture de luxe. Et si un client est plus impressionné par ma voiture que par ma matière grise, c'est que c'est pas mon client. On n'est pas sur le. Et là, quand je dis Nyaka faida gawade, c'est que quand on se laisse mener par ce genre d'arguments de oui, il y a la façade, il y a le paraître. Attention, tu as un rôle de représentation, donc tu dois... au point que ça prend la préséance sur la substance. Quand l'accessoire prend la préséance sur le principal, on ne va jamais loin. C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent, comme pense le monsieur là qui t'a dit, beaucoup de gens pensent comme ça. Et on ne peut pas nier aussi que l'habit ne fait pas le moine, mais permet de le reconnaître. Oui, c'est vrai. Pour beaucoup de gens, les apparences jouent beaucoup. Pour moi, ce qui est important, c'est la vision sur le long terme. Et ça permet effectivement de reconnaître les siens et de reconnaître l'environnement dans lequel on est le mieux adapté pour réussir. Parce que, autre maxime wolof, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à décrocher un conjoint, mari ou femme, c'est ta faute, t'avais qu'à aller te pavaner là où on t'aime. Donc, c'est important d'arriver à identifier les personnes qui ont le même fonctionnement mental et qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes principes. Parce que sinon, ça peut être des malentendus permanents. À chaque fois, tu as suivi ton cœur, et puis il y a également eu des événements de la vie qui ont fait que, finalement, le chemin... C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne... Pour moi, c'est pas une ligne droite. Ça a été... Mais chaque fois sur des principes et des valeurs. Et là-dessus, vraiment, encore une fois, je remercie mes parents. Mon père est magistrat, donc il a été procureur
au procès de Mamadou Dia et a rendu a fait une plaidoirie qui n'était pas celle que on attendait de lui. Donc, quand il est rentré pour lui, il allait être déporté. Enfin, en tout cas, il allait être sanctionné au même titre que Mamadou Dia et ses co-détenus. Et paradoxalement, la réaction du président Senghor a été de le faire nommer à l'échelon le plus haut de la classe. C'est-à-dire ce à quoi il aurait pu prétendre après 25 ans de carrière dans la magistrature. Donc, on ne sait jamais. Moi, donc, quand on suit, c'est important de dire quand on suit ses principes et ses valeurs, plutôt que d'essayer de chercher, de dire oui, mais bon, dans la vie, c'est comme ça, il faut... Non, mais vraiment, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de compromis, quoi. C'est tout. Il y a un moment où ce qui vous guide, ce qui vous permet de faire des choix, ce sont vos valeurs. Hein. C'est pour ça qu'il est important pour moi au stade où j'en suis aujourd'hui, de pouvoir les transmettre à la nouvelle génération et de faire en sorte que nous comprenions, nous, Africains, mais la puissance qui est en nous et que nous en soyons conscients et fiers, parce que c'est ça qui va nous permettre de rétablir notre puissance. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau des civilisations. Et l'Afrique est le futur de l'humanité. Qu'est-ce qui te fait dire que l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique? C'est d'abord nos valeurs. Nous sommes, malgré tout ce qu'on nous a fait là, pendant des siècles et des siècles. Et tout ce que nous nous sommes fait à nous-mêmes. Oui, mais malgré tout ça, malgré la colonisation, nous restons quand même, quand on voit dans les arts, dans le sport et dans la construction, moi je suis vraiment très admirative de nos valeurs. Donc, quand je prends le Sénégal, dans la langue Wolof, par exemple, l'importance du mot diam, la paix, ça fait partie de nos valeurs fondatrices. C'est des principes qui sublime l'être humain. Nous sommes profondément humanistes, profondément. Et bon, c'est vrai que maintenant nous subissons des influences de tous bords, qui préfèrent l'influence occidentale, d'autres qui préfèrent l'influence orientale. Moi, je préfère l'influence de qui je suis, quoi. Et je pense que nous gagnerions à mieux connaître notre histoire, déjà, à la réécrire et à avoir un narratif beaucoup plus valorisant pour nous, qui nous permette de nous construire. C'est ce que les Asiatiques ont su faire et que nous jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu trouver. C'est comment, en gardant notre culture, notre identité, nous pouvons aller acquérir celle d'autrui, pour contribuer, puisque pour contribuer de manière... c'est en ça que j'estime que l'Afrique est le futur de l'humanité. Le danger que je vois, c'est la déperdition de ces savoirs, parce qu'ils ne sont pas conservés. Et parce que nous avons quelque part ce mépris culturel. Mais je suis comme toi, je suis très optimiste et je crois au futur de l'Afrique. Alors, si on revient à la question que j'avais posée tout à l'heure sur les principes de base pour réussir son projet, son entreprise, on avait parlé du mindset. Il y a le mindset. Et puis, il y a surtout, alors maintenant, de manière concrète, je crée une entreprise. Quelle est ma proposition de valeur? Qu'est-ce que j'offre? Quel est le service ou le bien que je mets à disposition et à qui est-ce que je m'adresse? Donc ça, il est important d'avoir un bon produit, qu'il soit tangible ou juste soit un produit de service. Et il faut connaître sa cible. Alors déjà, comment est-ce qu'on sait qu'on a un bon produit ou service? Je pense que ça doit d'abord venir de l'identification d'un besoin, justement. Oui. Quand on est entrepreneur, on a pour vocation de servir une clientèle cible. Si on ne la connaît pas, si on ne connaît pas ses besoins, oui, on peut passer à côté. Aussi, autre anecdote, donc j'ai mon cabinet
cabinet Camarassi, un client vient me voir. C'était un Lyonnais qui avait acheté un hôtel à Saly. Et on lui avait parlé de mon cabinet. En tout cas, voilà, il m'a demandé de lui faire une offre. Et j'ai fait mon offre. Quand j'ai dit, waouh, ah ben dis donc, vous êtes cher, vous. Pour un cabinet local, vous êtes cher. What? Je dis, question de... Là, tu as pris une respiration profonde. Oui, je dis, bon, c'est une question d'opinion. Oui, en tout cas, c'est... Bah oui, mais comment ça se fait? Je dis, d'autres sont beaucoup moins chers que vous. Je dis, mais allez-y. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer mes services, je comprends, je ne vous en fais pas le... Vous savez, quand vous entrez chez un concessionnaire et que vous avez envie d'une Mercedes, mais que vous n'avez que le budget de la 4L, c'est pas la faute à... Puis il me regarde, vous êtes... ouais, mais bon... je dis, c'est... vous avez le choix. Bon, finalement, il est resté et j'ai compris. Ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il est venu chez moi, mais le besoin était supérieur à son besoin de rationaliser le coût qu'il payait pour. Il y a des gens. Il ne faut pas sous-estimer ces besoins-là. En fait, ces besoins qui sont moins pragmatiques, mais qui sont tout aussi importants. Et ça, il faut en avoir conscience. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'excellents professionnels. Et je disais à mes collaborateurs, on n'est pas le seul cabinet de la place. Alors, si les gens nous choisissent, c'est pour une raison bien particulière. Et il faut en avoir conscience et délivrer à hauteur de ce besoin-là. Pour certains, oui, c'est juste, j'ai besoin d'une tenue de comptabilité. Pour d'autres, j'ai besoin de la signature de l'OAT. Ok, fine. Donc, identifier le besoin, être sûr qu'on apporte la valeur qui est attendue. Et qu'on délivre au niveau attendu. Parce que ça aussi, être capable... Il faut construire la confiance. Et la confiance, c'est... J'ai promis quelque chose, je l'ai délivré en temps, en heure et en qualité, et j'ai recommencé. C'est quand on dit kula may ndekki taajal la añ su la diggee reer nga war ko gëm. La personne qui vous a servi, qui vous a offert un petit déjeuner, qui vous sert le déjeuner, s'il vous promet un dîner, normalement vous devriez la croire. Et c'est ça, la confiance, c'est comme ça qu'elle se traduit. C'est quelle est l'attente et est-ce que j'y ai répondu en temps, en heure et en qualité. Et est-ce que je suis capable de reprendre ce processus-là. Au bout d'un moment, ce que ça crée chez la personne qui est en face, c'est un sentiment de sécurité. De confiance. Oui, la confiance, c'est ça. C'est, en fait, la confiance, à la base de la confiance, c'est le sentiment de... On remplit ce besoin-là de sécurité. C'est, je sais qu'avec telle personne, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Elle va soit délivrer, soit me prévenir à temps, de manière à ce qu'on puisse mettre en place le plan B. Et ça, tout entrepreneur, c'est-à-dire, ça commence par là, ça commence par le respect de la parole donnée. Et ça aussi, c'est une des bases de notre culture. Nous sommes une culture de l'oralité. Et voilà, Gorkadouga, c'est la personne digne, la personne honorable, on la mesure à la qualité de sa parole. Je prends l'exemple de Khadi, qui a sa boutique, qui a ouvert un magasin où elle vend des vêtements. Donc, elle répond à un besoin, le besoin de se vêtir, peut-être à un besoin d'estime aussi, parce qu'elle fait une marque, quelque chose d'un peu prestigieux. Alors, ça dépend. Alors, justement, c'est là où je vais te dire. Khadi, à qui elle s'adresse? Voilà. Est-ce qu'elle s'adresse à une clientèle qui a un besoin de prestige, auquel cas, elle vendra des marques qui permettent à ses clients. Si les marques internationales coûtent aussi cher, là, c'est pas pour la qualité du produit. Pas nécessairement. Ah non. C'est pour l'affichage. C'est pour dire, voilà mon identité. Voilà qui je suis. Donc, est-ce que Khadi s'adresse à ces personnes-là ou est-ce que Khadi s'adresse à une clientèle qui a des besoins, qui a des moyens limités et pour qui le critère qui déclenchera
l'achat, c'est le prix. C'est le prix accessible, alors que les autres peut-être voudront même un prix un peu plus élevé parce que ça correspondra. C'est une stratégie, c'est une stratégie marketing. C'est comme ça qu'on définit la stratégie. Oui, je vais mettre un prix très élevé pour une prestation qui est équivalente à celle que donne mon voisin, parce que ma clientèle, celle que je cible, se reconnaîtra plus chez moi que chez le voisin. Et ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience dès le début. Il faut penser à son entreprise comme un enfant qui grandit et qui doit pouvoir grandir dans ses vêtements et ses chaussures de façon harmonieuse. Ne pas, dès le départ, lui mettre des choses trop amples, avoir des systèmes trop complexes, trop lourds, pas suffisamment agiles, mais également penser à lui permettre de croître de manière harmonieuse. C'est-à-dire, il y a certains défauts de jeunesse qui vous rattrapent tôt ou tard et qui peuvent bloquer votre... Comme quoi, par exemple? Comme l'absence d'un bon système de gouvernance. Je peux décider... D'ailleurs, même avant de parler de la gouvernance, même dès le départ, j'ai une idée géniale. Je suis douée dans une activité particulière que j'aime et que je souhaite mettre sur le marché. Et c'est parfait, parce qu'en plus, j'ai un marché pour ça. Mais je me méfie de mon ombre, je n'ai confiance en personne, il n'est pas concevable que je partage ma gloire avec qui que ce soit, donc j'y vais tout seul. Et puis c'est moi le patron, et c'est moi qui décide de tout, même pour des questions où je ne suis pas compétent. Et puis je vais surtout pas embaucher quelqu'un qui va me coûter trop cher, parce que c'est moi le patron. L'une des choses dont il faut se méfier, c'est de son ego. Pour moi, le premier des réflexes, c'est de savoir s'entourer. C'est avec qui je vais mener ce projet. Et avoir l'humilité de comprendre et d'accepter qu'on ne réussit jamais seul. Les gens, souvent, ils vont se focaliser sur le projet, sur les investissements matériels, voilà, je dois emprunter tant. Quand on parle de l'équipe, quand on parle du capital humain qui portera le projet, ça c'est non mais bon, ça je pense que c'est la première erreur. Et le capital humain, c'est à la fois les gens qui seront à l'intérieur de l'entreprise pour travailler au sein de l'entreprise, et puis les amis de l'entreprise, les mentors, les modèles qui vont pouvoir vous inspirer, qui vont pouvoir vous guider. Quand on est nouveau dans une activité ou dans un environnement ou dans un système, il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on ne sait pas, on ne les conçoit même pas. Donc, savoir faire l'économie de certaines erreurs au tout début, je pense que ça fait partie des points essentiels. C'est comme une autre métaphore que j'utilise beaucoup, c'est celle de l'immeuble de 20 étages, qui doit obligatoirement commencer par un plan d'architecte. Je peux avoir les moyens, hein. J'ai le ciment, j'ai le béton, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des maçons, puis je me précipite et puis je fais, et puis arrivé au 3e étage, je me rends compte que zut, alors j'ai raté les fondations. Prendre le temps et s'entourer des compétences nécessaires pour bien concevoir son projet. Dès le début. Dès le début. Ensuite, je parlais de la gouvernance. Alors, juste la gouvernance, on met de côté 2 secondes parce que moi, j'ai des questions à poser. Tu dis bien s'entourer, un mentor, etc. C'est pas si simple. Moi, j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, les gens ne sont pas si généreux de conseils que ça. Oui. Alors, si je n'arrive pas à avoir mon mentor gratuit, alors je vais chercher mon mentor... Il faut, c'est un investissement. Ce que je veux dire, c'est, il faut être prêt à payer pour ça. Et là aussi, autre anecdote. J'ai un client qui a un associé et puis il monte une société anonyme qui marche très bien et qui croît très vite. Et parce que, justement, certains fondamentaux par rapport à la gouvernance n'avaient pas été mis en place
au départ, les conflits commencent. Et donc, m'interpelle, me demande conseil, et donc commence à s'engager vraiment sur des choix stratégiques pour gérer ces conflits. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'il me sollicite de plus en plus. Et à un moment, je lui dis, bon, écoute, on va se poser, je vais te faire une offre de service, et puis comme ça, on va encadrer cette relation, parce que je réalise que je commence à passer beaucoup de temps sur... Et il m'a regardé, il était catastrophé. Je dis, mais tu es vraiment pas gentil. Hein. Tu oses me demander de l'argent pour ton temps? Oui, mais il me dit, mais qu'est-ce que ça te coûte? Je dis, mais what? C'est pas ce que ça me coûte. Je vis de ça. C'est mon métier. Donc, mais pour lui, et il m'en a voulu. Hein, il comprenait pas pour moi. Et son terme, c'était ça. C'est tu n'es pas gentil. Ça ne te coûte rien du tout. Donc, attention, la différence qu'il y a souvent entre nous, entrepreneurs, qui fonctionnons plutôt avec une mentalité francophone, quoi, hein, de par la culture, et nos voisins qui sont de mentalité anglophone, c'est ça. C'est l'appétence au conseil et la préparation à payer pour obtenir le bon conseil.